Salut Roland, Salut. enchanté. Merci d'avoir accepté de participer au Data Summit. Alors, tu as un parcours qui est assez intéressant, donc on va pouvoir parler de ça, parce que t'as fait notamment un diplôme de Data Science à la New York University, et depuis tu travailles chez Spotify, un peu quasiment en full remote. Donc c'est tout un tas de choses qui, comment dire, font tourner un petit peu l'imaginaire de ceux qui connaissent pas tout ça. Voilà, moi, j'ai vécu un an aux États-Unis, j'ai enseigné dans une fac, donc je connais un peu les campus américains, tout ça. Mais c'est vrai qu'on a été très inspiré par cette culture américaine, le campus, le machin. Et tout cet univers-là qu'en France, on connaît peut-être un peu moins, on va pouvoir en discuter. Est-ce que tu peux te présenter, au-delà des quelques éléments que j'ai détaillés, pour ceux qui ne te connaissent pas, sachent un peu plus sur toi. Mhm. Euh, alors, comme tu l'as dit, je m'appelle Khouloud. Je suis basée à Paris, mais je viens du Maroc. J'ai 27 ans et ça fait 3 ans que j'ai commencé ma carrière dans la data science et j'ai commencé ma carrière tout court. Et moi, de base, j'ai un bachelor, une licence, du coup, une licence américaine en business j'avais fait une spécialité en maths. Et je l'avais faite au Maroc. Et quand j'ai fini mes études, j'ai fait un master en data science à NYU. Mais c'était un master très particulier parce il s'appelle Data Science for Smart Cities. Donc, en gros, c'était vraiment la data science appliquée à tout ce qui est urbanisme et rendre les villes meilleures. Vu que, il y a pas mal de villes aujourd'hui qui sont ultra connectées, comme New York, et même Paris, c'est vraiment dans le top 10 des villes les plus connectées au monde. Et du coup, ces villes, elles prennent beaucoup de données et genre, toute cette donnée, enfin, on apprenait à utiliser cette donnée pour optimiser tout ça. Après, j'ai fait un autre master de 2 ans parce que l'autre, il a duré une année. Donc, de 2 ans à Polytechnique et HEC. Donc, c'était un double diplôme où la première année, on l'a passé à Polytechnique et pendant cette année-là, c'était vraiment un full focus sur tout ce qui était mathématiques, de data science et le code, du coup, tout ce qui était programmation. Et la deuxième année, c'était plus l'application de tous ces apprentissages dans le domaine du business. Donc, on avait fait pas mal de collaborations avec des boîtes qui venaient nous proposer des problématiques enfin, des problématiques qu'on pouvait potentiellement résoudre avec leurs données. Et du coup, ça, c'était trop cool parce que ça nous a donné l'opportunité d'avoir une expérience, comme on dit, hands-on, où on pouvait vraiment découvrir comment ça se faisait, l'application de toutes ces données-là dans un contexte réel, comme dans la vie, enfin, comme dans une vraie boîte, quoi. Donc voilà. Et entre ma première et deuxième année, j'ai fait un stage à Spotify en tant que data scientist. Puis j'ai fait ma thèse de master chez eux aussi pendant 8 mois. Puis je fais un autre stage vu que je suis pas française, donc je pouvais pas commencer à travailler juste après. Et après, on m'a proposé de rester full-time et depuis, je travaille full-time chez Spotify. Et je suis trop contente. Ça a toujours été ma boîte de rêve et je suis très reconnaissante de pouvoir y être et d'avoir pu réaliser ça aussitôt dans ma carrière et vraiment en ayant commencé avec un background assez limité. Comme j'ai dit, j'ai fait du business, je savais pas coder. Même si j'ai fait une spécialité en maths, j'ai un bac ES de base. Donc vraiment, j'ai énormément galéré pendant mon bachelor à combler toutes mes lacunes en termes de maths. Mais voilà, j'ai travaillé dur et ça a payé. Ouais, c'est pas toujours évident. C'est vrai que les maths, moi, quand j'ai recommencé ma reconversion en data, alors j'étais assez bon en stats. Enfin, j'avais une culture générale des stats. J'étais très bon en stats, mais j'avais une culture générale. C'est-à-dire, je savais ce que c'était la différence entre une corrélation et une causation. C'est énorme déjà. Retirer tu vois, regarder des tableaux de chiffres, une régression linéaire, tout ce genre de choses. À force de lire des revues comme The Economist, par exemple. En fait, je suis rentré un peu j'ai une culture un peu des maths grâce à les cours. Mais c'est vrai que sinon, en maths, genre E puissance zéro, savoir que ça faisait 1, tu vois, j'avais pas l'info. Juste, j'ai jamais eu ça en cours. Et donc, quand j'ai dû revoir tout ça, ça m'a pris 7 mois non-stop de faire des mathématiques. Donc, c'est vrai que si tu n'en as jamais fait, tu galères toujours un petit peu. Le, c'est intéressant. Donc, toi, tu disais, tu as fait t'as un bac ES, ensuite, parce que ton bac, tu l'as passé où, en France ou au Maroc? Non, je l'ai passé au Maroc, mais j'ai fait un lycée français. J'ai toujours Ah, été à l'école d'accord. française au Maroc. Donc, j'ai passé mon bac ES. Et quand tu as un bac ES,
à partir de la première, du coup, tu arrêtes de faire tout ce qui est géométrie et tout ce qui est vraiment mathématiques plus complexe. Et du coup, comme moi, je fais mon bachelor, bah, quand j'ai voulu faire une spécialité en maths, bah, dans le système américain, tu es obligé de suivre ces cours de maths avec les étudiants qui font de l'ingénierie. Du coup, bah, je me suis jetée avec des ingés, je comprenais pas, je savais même pas ce que c'était un cosinus. Bon, je savais, mais je savais pas trop comment appliquer tout ça. Et du coup, bah, j'ai hyper galéré pendant quelques semestres, mais j'ai travaillé dur et ça a payé. Mais voilà, c'était pas évident. Ouais, non, c'est clair. Et alors, du coup, ok, donc ça enchaîne après avec un master en data science à NYU. Comment ça fonctionne? Parce que tu as fait le bachelor, tu l'as fait où lui déjà? Je l'ai fait à une école, une université au Maroc qui s'appelle Al-Akhawain University. Ok. Comment ça marche pour être pris à New York? Alors, parce que NYU, pour ceux qui nous écoutent, New York University. Donc, c'est l'université de New York. Mm. Comment ça marche pour être pris à l'université de New York quand tu viens du Maroc ou de France, de manière générale, quand tu n'es pas américain, quoi. Je pense que en soi, ça, c'est plus accessible d'être accepté en master qu'en bachelor parce qu'il y a Mhm. moins de monde qui postule déjà en master, vu que généralement, une grosse partie des gens qui postulent en bachelor, c'est des Américains. Et du coup, ils s'endettent énormément. Et quand c'est le temps d'arriver au master, ils n'ont plus les moyens. Ah, ok. Ils ont trop de dettes. Mais je dis pas Ouais. que. Mais après, il y a énormément d'étudiants qui postulent. Donc, ça ne veut pas dire que c'est beaucoup plus accessible. C'est juste que c'est un petit peu plus facile. Ok. Après, moi, je dirais que pour moi, ce qui a vraiment marché, c'est que pendant tout mon bachelor, je savais que je voulais faire un super master, que je voulais sortir du Maroc, surtout aussi. Et du coup, j'ai travaillé vraiment super dur pendant mes 4 années de bachelor. Euh, et du coup, dans le système américain, ce qui se passe, c'est que tous les semestres, c'est divisé en semestres, et tous les semestres, on peut prendre un nombre particulier de cours, jusqu'à 6 cours maximum, et on peut en prendre vraiment beaucoup moins. Donc, moi, ce que je faisais, c'est que tous les semestres, j'en prenais 4. Comme je faisais de la finance et des maths, c'était des cours assez difficiles. Donc, je voulais pas non plus que ça affecte ma moyenne générale. Donc, je prenais 4 au lieu de 5 cours, comme ce que faisaient les gens. Et du coup, ça me laissait plus de temps pour me focaliser sur mon apprentissage, et sur le fait de garder une bonne moyenne, parce qu'au final, c'est ça qui va énormément jouer. C'est la bonne moyenne. Après, il y a aussi les tests standards du style GRE et le GMAT. Moi, j'ai passé le GRE. J'ai eu un score assez bon, mais rien vraiment d'incroyable. Et aussi à la partie où il faut écrire des essais, enfin des personal statements, des sortes d'expressions écrites où tu te présentes, tu expliques tes motivations, tes objectifs sur le long terme, comment ça colle aux valeurs de l'école, pourquoi ce master-là en particulier, comment c'est connecté à ce que tu as envie de faire. Donc vraiment, moi, je me suis donnée à fond là-dessus. Donc avec le fait que j'avais de super notes. Aussi, du coup, moi, j'avais fini mes études le décembre et les masters commençaient en septembre. Donc, en décembre et septembre, j'en ai profité pour faire un stage. J'ai fait un stage en tant que data analyst dans une boîte qui s'appelle Nielsen. Donc, c'est une grosse boîte quand même de data, dans tout ce qui est, je pense, marketing, j'imagine. Et du coup, le fait d'avoir eu ça sur mon CV, ça a joué. Et en plus de ça, il fallait se faire recommander par des gens. Donc, j'ai eu une recommandation d'un professeur de maths, et une recommandation de ma maître de stage à Nielsen. Du coup, comme c'était un nom quand même, j'imagine que ça a dû peser dans la balance. Hmm. C'est ça qui a fait que je l'ai eu. D'accord, ouais, ouais, c'est très américain, je reconnais bien le système. Moi, j'étais parti là-bas avec Fulbright et c'était exactement le même système. Il fallait des lettres de recommandation, ils prenaient en compte les notes, il fallait un personal statement, et puis il y avait 3 essais différents à Exactement. produire. Donc, ouais, ouais, ok, très clair. Et du coup, donc, pour ceux qui nous écoutent, donc au final, tu es arrivé en grad school, quoi, finalement, là-bas. Exactement. Et c'était un programme intense, donc de 11 mois. Euh, ouais, c'était un programme intense. Voilà. Ouais, parce que en France, c'est plutôt 3 ans, 2 ans, genre 3 ans de licence et 2 ans de master. Oui, Aux États-Unis, ils ont 4 ans de licence, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, mais la première partie. Et puis ensuite, les grad schools, c'est jamais très clair pour moi. J'ai l'impression qu'il y en a qui sont en 1 an, d'autres en 2 ans, d'autres en 3 ans. J'ai l'impression oui, que il y a c'est de pas tout. comment. Il y a de tout ça. C'était vraiment un programme accéléré pour les gens qui voulaient être un peu plus, enfin, pour aller plus vite. Voilà, ok. Et alors, qu'est-ce que tu as appris là-bas, dans ce master de data science spécialisé pour les smart cities? Qu'est-ce qu'on y en tête?
Du coup, comme j'ai dit, j'avais aucun background en code et en ML. Donc, Mhm. on a appris du premier jour, on nous a balancé dans des problèmes ML qui sont appliqués à tout ce qui est urbanisme, problème urbain. Euh, donc moi, je trouvais ça extrêmement difficile parce que je savais pas aligner deux lignes de code. Je savais à peine que c'était que le ML. En fait, je me suis pas préparée avant. Et dès le premier jour, j'allais mourir. En fait, c'était extrêmement difficile parce que on nous faisait faire du Python. Donc, j'étais en train d'apprendre à coder du Python en même temps que j'étais en train de faire du ML. Donc, je Mhm. comprenais absolument rien à ce que je faisais. Donc ça, c'était vraiment extrêmement difficile. Et ça, c'est vraiment mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir préparé à l'avance avant de commencer mon master. Et j'ai réalisé que depuis que maintenant que enfin, je partage mon expérience sur Internet, sur Medium, sur ma newsletter et sur YouTube, j'ai réalisé qu'il y a plein de gens qui se lancent un peu dans le vide. Ils savent pas trop comment ça se passe et ils commencent directement à faire du ML parce que c'est ça la hype. Sauf que Mhm. data science et ML, c'est pas du tout la même chose, c'est deux choses différentes. Et du coup, moi, dès le début, on m'a mis vraiment la première tête dans du ML, du Python, du SQL, euh, des problématiques, enfin des projets vraiment appliqués à l'urbanisme, euh, pas mal de distributed computing, du cloud computing, euh, du Spark aussi, euh, et d'autres cours plus avancés en ML. Et tout ça pendant 11 mois. Et on a fait pas mal de projets en collaboration avec des mairies. Donc, par exemple, on a fait un projet avec la mairie de Jersey City. Donc, ils nous ont proposé trois projets liés, enfin, des projets urbains qu'ils avaient et leurs données qui étaient très sales et incomplètes. Ils nous ont dit, faites quelque chose avec ça. Il n'y avait pas grand-chose à faire, mais on a tenté du mieux qu'on pouvait. Et c'était quand même super intéressant de voir comment ça pouvait être appliqué. Je trouve vraiment que c'est ça la meilleure partie de toutes les formations qui peuvent exister, c'est vraiment de se focaliser sur quelles sont les applications que ces formations peuvent offrir en termes d'application à la vie réelle. Parce que la majorité des gens qui apprennent tout seuls, ils apprennent en faisant des projets sur Kaggle. Et en fait, les projets sur Kaggle, c'est cool pour essayer enfin, de comprendre comment les modèles et les algorithmes de ML fonctionnent. Mais en fait, c'est pas, ça aide vraiment pas à comprendre comment tout ça s'applique dans la vie réelle. Ça aide pas à développer les skills business qui sont extrêmement utiles Mhm. dans la vie réelle aussi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris dans mon deuxième master à Polytechnique et HEC. Et en fait, enfin, c'était la meilleure décision que j'ai faite, c'est vraiment de faire un deuxième master. Parce que vraiment, une année, c'est pas suffisant. Genre, même si j'avais fait une spécialité en maths, même si, enfin, voilà, même si j'avais un background en maths assez conséquent. Genre, j'avais fait des stats, j'avais fait de l'algèbre linéaire et tout ça. C'est quand même pas suffisant pour comprendre ce qu'on fait. Ça prend vraiment Alors, du si on peut parler des projets, parce que justement, c'est intéressant. La mairie de Jersey, vous avez essayé de faire quoi exactement avec eux? Du coup, ils avaient une problématique qui était limiter les accidents de la route. Euh, et en gros, ils nous ont envoyé, ils avaient une initiative qui s'appelait euh, Zero Traffic, quelque chose, complètement oublié. Mais du coup, cette initiative, c'était quelque chose d'important pour eux et ils nous ont partagé leurs données des accidents de la route, de la donnée géographique aussi où ça se passait. Et après, c'était pas nécessairement complet, donc on partait dans les Open Data Portals de la ville de Jersey City parce qu'il y a plein de villes qui ont des Open Data Portals, donc en gros, des sortes enfin, des bases de données avec plein de données différentes que la ville récolte. Et du coup, on a essayé d'utiliser toutes ces données-là pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Sauf que c'était quand même pas super suffisant. Mais on a quand même essayé, je pense, d'expliquer comment certaines caractéristiques de certaines rues faisaient qu'il y avait plus de chances à ce que quelqu'un se fasse rentrer dessus par une voiture. Mhm. Oui, au final, si tu n'arrives pas à faire du ML sur un dataset, tu peux quand même toujours en extraire quelques insights C'est ça. en le nettoyant un petit peu et puis en faisant quelques graphiques. C'est intéressant parce que déjà, ça montre une chose, c'est qu'il n'y a pas toujours du signal dans la donnée. Ça, c'est un truc que les gens oublient très souvent. Et surtout quand on est débutant, le risque, c'est on vous amène dans une entreprise et puis on vous dit, bah tiens, fais-nous gagner de l'argent avec la donnée. Mais des fois, la donnée, elle n'a rien à offrir. Ça peut tout à fait arriver.
Et donc, il faut être capable de dire, bah là, il n'y a rien à offrir, je peux passer 6 mois de plus si vous voulez, mais il n'y a rien. Moi, j'avais eu le cas avec une entreprise, on devait faire un diagnostic pour eux. Donc, un diagnostic projet, c'était ma boîte de conseil qui avait vendu un diagnostic projet, je crois, aux alentours de 5 000 euros. Et en fait, je devais passer 5 jours à essayer de creuser un peu, fouiller la donnée et voir si on pouvait déduire des choses. En fait, je reçois la donnée, il y avait 15 lignes. 15 Et lignes. donc, moi, je reçois ça, je fais, non. Enfin, tu vois. Donc, je leur ai dit dès le début, j'ai fait, ouais, je peux passer 5 jours si vous voulez sur le truc, mais là, il n'y a rien à découvrir, quoi. Donc, comme j'étais en ESN et un peu débutant, on m'a dit, ouais, non, faut quand même faire un diagnostic, mets leur des graphiques, fais un peu de machine learning. Je fais machine learning sur 15 lignes. Et, donc, bref, j'ai fait un truc, j'ai fait une feature importante alors qu'elle ressemblait à rien. Mais à la fin, l'issue de mon diagnostic, c'était, bah là, j'ai pas suffisamment de données pour que ça vaille le coup qu'on vous accompagne sur un projet de plus grande ampleur. Et j'ai fait des précaux pour dire, bah, voilà d'abord la donnée que vous devriez collecter si dans 2, 3 ans, vous pouvez pas. Bah, c'est ce qu'on a Donc, fait aussi. hmm, On a fait ça. Du coup, on leur a expliqué qu'on ne pouvait pas faire énormément de choses avec la donnée, mais on leur a expliqué quel type de données ils devaient récolter et comment la récolter. Donc, on a fait plus des recommandations par rapport à ça. c'est ça. Et donc ça, c'est pour ceux qui nous écoutent et qui sont soit un peu juniors, soit qui ils sont encore dans l'optique où forcément on vous paye, il faut que vous trouviez quelque chose. Si vous êtes data engineer, on vous paye pour vous déplacer de la donnée d'un point A à un point B. Donc là, il faut que ce soit fait. Il y a un peu une obligation de résultat. Et en data science, il n'y a pas d'obligation de résultat. Vous n'êtes pas magicien. S'il n'y a pas de signal dans la donnée, vous ne pouvez pas inventer. Et pour ceux qui ne comprennent pas ce que je dis quand je dis signal dans la donnée, il y a le bouquin de Native Silver qui s'appelle The Signal and the Noise, que je vais mettre en ressource sur la vidéo, et qui détaille un petit peu ce qu'il entend par le signal et le bruit. Et dans la donnée, il y a énormément de bruit. Des fois, il y a du signal et on peut en découvrir quelque chose, mais pas toujours. Et donc, peut se méfier. Donc ça, c'est un bon retour déjà assez intéressant. Et ensuite, donc, au niveau des projets, on a aussi fait, donc tu disais avec HEC, qui a la chance d'avoir des partenariats avec des vraies boîtes qui donnent des vraies données. Vous avez fait quoi en projet avec HEC? Euh, on en a fait tellement. Ouais, j'aurais dû aller regarder mon GitHub pour voir tout ce qu'on a fait. Je me souviens, on en avait fait un avec Capgemini. Et ça, c'était cool parce que c'était du NLP et c'était la première fois qu'on faisait ça. Donc, en gros, c'était une sorte de projet où ils voulaient ouvrir un restaurant à Londres et on devait scrap de la donnée sur je sais pas comment ça s'appelle, un des sites pour donner du feedback pour les restaurants. Ah, Il y a tu dois être Yelp ou un truc comme ça, non? C'était Yelp. Du coup, on devait scraper cette donnée, créer un scrapper, extraire la donnée et trouver le signal, le détecter Mhm. et essayer de faire des recommandations par rapport à comment implanter, enfin, où implanter le restaurant, quel genre de nourriture de cuisine proposer et vraiment rentrer dans le détail. Je me souviens pas exactement de ce qu'on avait fait, mais c'était vraiment ce qu'on avait fait et mon équipe avait gagné la compétition. On avait aussi fait un autre projet avec une boîte dont je me souviens plus le nom. Euh, C'était Eleven Strategy, je sais plus. Mais c'était un projet où on devait essayer de détecter des cellules cancéreuses sur un sample, sur un échantillon de données qui était undersampled, du coup qui était sous-représenté. Et du coup, il fallait créer des techniques pour équilibrer tout ça. On en avait fait aussi un avec Total Energy qui était vraiment très cool, où c'était, en gros, l'histoire, c'était que Total commençait vraiment à s'implanter dans le domaine des énergies renouvelables, donc avec les bornes de recharge pour les voitures. Et en fait, le projet, c'était vraiment d'estimer dans le Grand Est et dans une autre ville dans le sud de la France, où est-ce qu'on devrait implanter des bornes de recharge en fonction du nombre de voitures par capita, donc en fonction de plein de données qui n'étaient pas accessibles et qu'on devait aller creuser nous-mêmes sur Internet. Donc, la Mhm. population dans ces régions-là ou dans cette ville-là, combien de personnes ont de voitures ou combien de voitures par foyer, de prendre en compte les estimations, enfin d'essayer d'estimer, de prévoir quels sont le chiffre de voitures de voitures électriques qui allaient être vendues sur plusieurs années, et aussi de prendre en compte les différentes lois par rapport enfin, les voitures rechargeables.
Donc vraiment, c'était super intéressant. Et après, il fallait plus ou moins visualiser tout ça géographiquement et que ce soit interactif. Donc on a fait ça. Et on a fait aussi un projet avec le BCG, un projet avec la BMCI aussi. Donc ça, c'était vraiment trop cool. C'est qu'on a fait énormément de projets avec plein d'industries différentes, avec plusieurs types de données différentes. Et on avait plus ou moins entre une semaine et un mois pour vraiment prendre cette donnée, l'analyser et en faire quelque chose et présenter ça aux représentants de ces boîtes-là. Et du coup, c'était quand même assez intense. On faisait ça en équipe. Mais c'était vraiment intéressant parce qu'on a pu apprendre énormément de choses sur 6-7 mois. Et donc, en même temps que vous deviez faire tous ces projets-là, vous aviez des cours en même temps ou c'était Euh, samedi? Vous devez faire vos oui. projets. Donc, ce qui était cool avec ce programme-là, c'est que en gros, par exemple, on allait avoir un cours qui s'appelait sampling, donc pour undersampling, oversampling, genre enfin, la représentation des échantillons. Et du coup, on avait les représentants de ces boîtes qui venaient chez nous, qui nous faisaient une sorte de cours pour nous expliquer les bases, et après qui nous proposaient le projet et qui nous assistaient, enfin enfin ils étaient avec nous pendant tout le processus où on faisait les projets pour faire en sorte que on applique les apprentissages correctement et et qu'on arrive à en faire quelque chose. Donc vraiment, c'était un mélange de cours et de projets. Ok. Ouais, c'est intéressant. Mais moi, la question que j'avais par rapport à ça, c'était en gros, comme c'est un mélange de cours, mais le cours, il avait pour but de vous préparer au projet, vous pouviez être un peu pratiquement 100% de votre semaine sur le sujet pendant une semaine ou pendant un. On avait C'est d'autres pas. cours. Est-ce qu'on avait d'autres cours en même temps? Je sais plus si on avait deux ou trois cours en même temps. Peut-être que c'était un cours à la fois en soi, je pense, si je me souviens Ok. bien. Mm. Parce qu'en fait, pour ceux qui nous écoutent, ce qui est intéressant là, c'est qu'en fait, en l'espace d'une semaine ou un mois, il y avait moyen de sortir un projet alors que vous étiez en équipe, et il y avait moyen de sortir un projet et d'en sortir quelque chose. Je dis ça parce qu'il y a souvent des gens qui se lancent dans des side projects, et le truc, ça dure 6 mois. En fait, ça dure 6 mois parce que vous n'avez pas de deadline. Là, comme il y a une deadline, bah, en fait, tu es obligé de finir parce qu'il faut bien finir. Donc, le fait qu'il y ait une deadline, tu te mobilises un peu plus. Et donc, quand on dit faire un side project, c'est pas forcément un truc qui va durer, il va vous prendre 6 mois de votre vie, etc. Parce que là, je prends l'exemple, au final, tu as eu la chance de travailler avec des entreprises qui vous ramènent des vrais use cases, mais la moitié du temps, il fallait trouver de la donnée Internet, quoi. Parce que le restaurant à Londres, bah, en fait, il fallait que tu scrapies. Oui. C'est pas eux qui sont venus à te donner. Total Energy, bah, en fait, aller chercher de la donnée statistique sur le nombre de voitures par capita, combien gagnent les gens dans cette région, et puis pour voir qui sont les plus riches, dans quel coin ils habitent, puis on va savoir à quel endroit mettre la borne, bah, c'est pareil, c'est de la donnée publique que tu peux aller chercher. Donc il y a plein de. Donc, pour ceux qui nous écoutent, bah voilà, vous pouvez, pourquoi pas, tiens, si moi je devais ouvrir un restaurant à Londres, comment je m'y prendrais pour essayer de savoir dans quelle rue mieux je me porte, ou bien les bornes de recherche, bah, même chose. C'est des idées de projet où finalement la donnée, quoi qu'on en dise, elle est semi-publique et donc il y a pas forcément besoin d'attendre que les entreprises vous filent un dataset, quoi. Et surtout que la Pareil. majorité du temps, les entreprises, elles filent des datasets hyper moches et, comme tu as dit, 15 lignes parfois. Donc, Parce qu'elles sont pas mieux, souvent. Donc, faut pas croire que. Ouais. il y a aussi pas mal d'entreprises qui mettent en public, en open source, certaines de leurs bases de données pour que les gens puissent s'entraîner dessus. Je sais que Spotify, en tout cas, ils mettent à disposition certaines de leurs données, qu'il y a pas mal de gens qui essaient de faire des projets là-dessus. Donc ça, c'est toujours Je savais cool. bien, trop bien. Ouais, on mettra le lien sous la vidéo. Ouais, c'est génial ça. Parce que moi, je me bats, en fait, j'arrête pas de dire partout où je passe dans l'entreprise, il n'y aurait pas moyen d'avoir un petit dataset pour pouvoir me donner des vrais cours de data science avec des vrais datasets. Parce que les cours prévoir Titanic, ça va 5 minutes. Et puis, même quand les gens font des trucs un peu stylés avec des programmes en ligne payants, je vois que les datasets, ils sont pas fous, quoi. Tu vois. Bon, Surtout bah, que la majorité du temps, j'ai l'impression que les gens, ils utilisent des datasets qui n'ont rien à voir avec la vie réelle, comme tu as dit le Titanic, ou juste enfin, des trucs vraiment ultra spécifiques comme des datasets genre des systèmes de recommandation du style Netflix, alors que c'est pas du tout des choses qu'on fait tout le temps. C'est assez exceptionnel, je trouve. Même moi, enfin, quand je travaille en tant que data scientist à Spotify, c'est pas nécessairement des choses qu'on fait, parce que dans plein de boîtes, ça c'est des enfin, surtout les boîtes assez matures et avancées, c'est des choses qui sont prises en charge par des PhD, donc des doctorants, et qui sont là et ouais. qui mettent en place enfin, le state of the art, donc vraiment tout ce qu'il y a de nouveau en termes
enfin, le dernier cri des avancées technologiques. Et Ouais. en fait, moi, quelque chose sur lequel j'essaie tout le temps d'insister sur mes articles et de tout ce que je partage, c'est vraiment de faire la différence entre le ML, le machine learning en tant que tool, donc en tant qu'outil, et le machine learning en tant que produit. Et généralement, en tant que data scientist, on va pas faire du ML juste pour faire du ML. Les gens, ils pensent que vraiment, ils sautent tout le temps sur l'occasion pour faire du ML, mais en tant que data scientist, ce qu'on nous demande, c'est vraiment d'extraire de la valeur de la donnée et pas de faire du ML. Tu fais du ML si ça va apporter de la valeur, mais si c'est pas de la valeur et que, je sais pas, juste faire quelques visus ou juste faire des manips statistiques, ça va apporter de la valeur, on fait ça. Et généralement, le ML en tant que produit, donc comme les outils de recommandation, c'est vraiment des doctorants qui font ça, c'est pas des data scientists. Data scientists, ils utilisent le machine learning comme un outil pour vraiment apporter de la valeur ou répondre à une question, mais pas créer un outil, enfin un produit ML. Ouais, ouais. Oui, c'est très rare d'aller touiller, et d'aller bidouiller soi-même les algorithmes pour en faire un truc encore amélioré. Du coup, c'est bien parce que ça me permet d'enchaîner sur ta carrière à Spotify, puisque là, on a fait un peu le tour des écoles et tout ça. Donc, ok, tu finis ton double diplôme à HEC, tu as fait un stage et tout ça, donc du coup, tu finis par être pris chez Spotify. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais là-bas avec eux, si c'est pas un secret industriel? Ils t'ont recruté pour rejoindre quel type d'équipe? Et à quelle fin? Moi, j'ai fait 3 équipes à Spotify. Euh, je peux en parler rapidement. La première équipe que j'avais faite, c'était dans mon stage et c'est l'équipe dans laquelle je suis encore, mais c'est une grosse équipe. J'en parlerai juste après. Mais la deuxième équipe que j'ai faite, c'est une équipe dans une sorte de grand département. Donc, Spotify est connu pour son système agile et ils ont une structure très particulière. Donc, en gros plan, en macro, on a les missions. Donc, c'est une partie de la boîte qui s'occupe vraiment d'un aspect spécifique du produit. Donc, quand moi j'ai fait ma thèse de master, je l'ai fait dans la mission qui est spécialisée dans la personnalisation de l'expérience. Donc, c'est vraiment là où ils font énormément de ML en tant que produit. Et moi, ce que j'avais fait, du coup, j'ai fait du ML et j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir le faire. Et du coup, ce que j'avais fait, c'est que j'ai travaillé avec une équipe qui se charge de certaines playlists que tout le monde écoute, donc des playlists qui sont vraiment personnalisées pour les gens, comme des playlists du style les mix playlists, donc des playlists genre le pop mix ou, je sais pas moi, classical mix, des mix comme ça, et qui font Ça veut dire aussi. que, excuse-moi, je connais pas bien Spotify. Ça veut dire qu'il y a des playlists sur Spotify qui sont des playlists un peu officielles de la plateforme, qui sont curated par des gens qui travaillent chez Spotify. C'est pas que des playlists de gens qui parlent. Oui, il y a les deux. Ça c'est les editorials, donc c'est des éditeurs qui les font. Moi, je me suis pas, enfin, j'ai pas travaillé avec ça. J'ai travaillé avec les algotorials, donc il y a une base éditoriale, j'imagine, et le reste, c'est de l'algorithme. Euh, et du coup, moi, j'ai travaillé avec cette team-là qui était spécialisée pour faire des playlists vraiment personnalisées pour les gens. Ok. Le but, c'est vraiment de comprendre la satisfaction des gens par rapport à ces playlists-là. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais créé un modèle qui essayait de prédire euh, la probabilité qu'un utilisateur revienne écouter une playlist, parce que c'était comme ça que c'était un des métriques pour mesurer la satisfaction, donc le return rate. Donc, j'ai essayé de prédire ça. Et après, en fonction de ça, et faire un feature importance analysis. Donc, essayer de comprendre quels étaient les features qui ont fait qui impactaient le retour de l'utilisateur, donc en positif ou en négatif. Et est-ce qu'une valeur élevée ou basse de cette valeur-là avait un impact positif ou négatif sur la satisfaction? Moi, j'ai fait ça pendant plusieurs mois. Après, j'ai fait un stage dans une autre mission qui s'appelle la Experience Mission, donc vraiment le département qui gère l'expérience utilisateur. Et c'est là où j'avais fait aussi mon premier stage. Et du coup, j'ai rejoint l'équipe qui se charge de l'expérience au sein de la voiture. Donc, quand tu es dans la voiture, si tu as un écran, tu vas avoir si tu as un écran avancé, tu vas avoir quelque chose du style un CarPlay ou Android Auto. Ou parfois, si tu as une voiture qui n'a pas d'écran, il y a d'autres produits spécifiques à la voiture dans Spotify, comme un produit qui s'appelle Car Mode.
Et du coup, ça s'est activé quand on était dans la voiture. Et du coup, pendant 1 an et demi, je suis restée dans cette équipe-là, où en gros, on travaillait sur toutes les problématiques liées à l'expérience au sein de la voiture. Et maintenant, depuis janvier, j'ai rejoint une autre équipe, mais toujours dans le même département, donc dans la Experience Mission, euh, qui, euh, qui s'occupe de la télé, de l'expérience sur desktop, donc l'ordinateur et les consoles de jeux vidéo. Et moi, je travaille majoritairement avec la télé. Et du coup, en termes de télé, bah, c'est tout ce qui est en ce moment les clips, music video, c'est quelque chose que Spotify vient de lancer. Donc moi, je travaille à fond là-dessus. Et je trouve ça trop cool parce que moi, de base, quand j'étais dans la voiture, j'avais pas trop l'occasion de travailler dans des problématiques qui m'intéressaient autant que ça, comme la musique, puisque moi, je fais du violon. Donc ça, une des raisons pour lesquelles c'était mon rêve de rejoindre Spotify, c'était pour la musique. Et du coup, j'étais un peu frustrée, mais j'ai tenu le coup et je suis trop contente d'avoir changé d'équipe. Donc là, je travaille avec des problématiques qui m'intéressent un peu plus et des problématiques auxquelles je peux vraiment me, euh, me reconnaître parce que moi, j'ai une télé et j'utilise Spotify dans la télé. Donc, c'est vraiment tellement plus simple de pouvoir être utilisateur d'un produit plutôt que juste d'essayer de se mettre à la place de l'utilisateur et de comprendre qu'est-ce qui se passe et de réfléchir comme utilisateur quand on n'en est pas un. Je trouvais ça plus compliqué. Donc là, Ouais, c'est sûr. je suis dans cette équipe-là. Et alors, comment on attaque un sujet comme ça, alors par exemple les playlists, tu dis j'essaie de prédire qui va revenir et pour quelle raison est-ce qu'il va revenir. Comment tu attaques un sujet comme ça? On te dit tiens, débrouille-toi avec ça, c'est quoi les first steps que tu mettrais en place J'écris en tout termes un de article méthodologie? Parce d'ailleurs. au-delà de l'aspect spécifique à Spotify, il y a sans doute une méthodologie qu'on peut extraire et qui peut être utile à d'autres personnes. Euh, Oui, oui. Du coup, comme je viens de dire, j'ai écrit 2 articles là-dessus sur Medium où j'ai vraiment expliqué tout ce que j'ai fait en termes de comment j'ai entamé le process parce que je suis restée 8 mois en train de travailler dessus. Si tu veux, je partagerai le lien plus tard. Et aussi la partie optimisation du modèle. Mais honnêtement, une grosse partie du travail était sur vraiment faire du feature engineering. Genre, au début, bah, tu collectes la donnée, tu essayes de comprendre quels sont les features qui vont plus ou moins impacter le retour de l'utilisateur. Et tu crées un modèle, tu essayes de créer un modèle et tu vois quel est le résultat. Et au fur et à mesure, tu essayes d'optimiser. Donc, vraiment, moi, ce qui m'a le plus aidé, c'est vraiment de créer plein de features différentes, des ratios genre, en combinant des features différentes, de faire des agrégations aussi, de faire des transformations statistiques aussi de ces features-là. Donc, c'est vraiment ça qui m'a... T'auras un exemple de feature que tu as créé, parce que le feature engineering, j'ai remarqué, c'est un truc, tout le monde en parle, mais les gens ont finalement très peu de créativité quand on arrive sur le sujet du feature engineering. Ils font des trucs un peu standards, multiplier une colonne par l'autre, alors que ça n'a pas toujours du sens. Mais ils vont pas créer des colonnes qui peuvent avoir du sens métier. Moi, par exemple, j'avais créé des colonnes de type depuis combien de temps est-ce que tel ou tel magasin travaille avec ce fournisseur? Ça, c'est une colonne, tu l'as pas par défaut dans le set, mais tu peux le déduire de la date de la première commande ou créer des choses comme ça. Ça demande un peu de créativité. Toi, qu'est-ce que tu as créé comme feature que tu pourrais facilement expliquer à ceux qui nous écoutent pour leur donner un peu des idées de ce qu'ils peuvent essayer d'inventer, d'imaginer quand ils ont un dataset où il y a. Euh, donc, ce que j'ai fait, c'est essayer comme j'ai dit, de combiner des features qui existent déjà. Donc, par exemple, euh, on a le nombre total de minutes qui ont été streamées pour un type de contenu. Donc, par exemple, les nouveautés. Euh, et puis, ce que j'essaye de faire, c'est bah, prendre enfin, le nombre total, la consommation qui était générée par les, euh, les nouvelles musiques et je divisais ça par le nombre total de la consommation de cet utilisateur. Du coup, à partir de là, j'avais un ratio que j'appelais New Music Streams Ratio. Et du coup, ça a capturé une information nouvelle et j'ai fait ça avec plein de types de streams différents. Donc, par exemple, mainstream music. Donc, en gros, est-ce que l'utilisateur, il écoutait de la musique issue d'artistes célèbres ou des artistes un peu plus indie. Donc, j'ai fait ça. Et puis, j'ai fait des agrégations. Donc, par exemple, j'ai essayé de faire des agrégations sur des périodes de temps différentes.
donc sur 7 jours, sur 14 jours, sur 30 jours. Et Mm. franchement, ça a énormément changé la chose parce que j'arrivais à extraire des comportements différents en fonction de la période d'engagement de l'utilisateur. Et après, je faisais aussi des moyennes, des standard deviation, Un écart type. des écarts types. euh, et voilà, je faisais ça aussi à travers des groupes différents. Et après, j'ai aussi fait du feature selection en faisant des méthodes, en utilisant des méthodes comme le correlation coefficient le coefficient de corrélation de Pearson. Il y avait aussi d'autres méthodes comme le Ki2, Ki2 test, Recursive Feature Elimination aussi. Il y a pas mal de méthodes de feature engineering qui existent. Il faut juste être créatif. Après, tu fais pas mal de, de hyperparameter tuning, donc tu essaies vraiment d'optimiser ces paramètres-là au maximum, de faire de la cross-validation, enfin, c'est vraiment un mix de tout ça. Et La méthodologie, comment dire, classique en machine learning, de se dire, OK, on va faire de la cross-validation, de l'optimisation avec du fine-tuning des hyperparamètres et tout ça. Mais au final, euh, moi j'ai une question là-dessus, c'est est-ce que tu es capable comment tu faisais pour mesurer si ton travail rapportait de l'argent ou pas à l'entreprise? Est-ce que tu avais une méthode pour ça? bah, c'était pas mon métrique, l'argent. Hmm. C'était pas, enfin, on parle pas souvent de revenus, en tout cas à Spotify. On parle souvent de l'expérience de l'utilisateur, de la satisfaction de l'utilisateur. Donc, et de rétention aussi. Ok. Parce que tu vois, si normalement, tu dois pouvoir calculer, mais c'est peut-être aussi une stratégie d'entreprise et qui, selon moi, est très bonne. C'est-à-dire, si tu t'assures que les gens sont contents, même si tu mesures pas la corrélation entre les deux, normalement, le revenu devrait suivre derrière. Et ça, c'est si tu as une philosophie business qui est centrée sur l'humain et où tu suis pas les indicateurs. Sauf que la plupart des entreprises sont des entreprises qui sont financées par des investisseurs, et les investisseurs, eux, ils s'en foutent que l'utilisateur soit content, eux, ils veulent des sous. Donc, généralement, eux, ils arrivent et ils disent, moi, je veux que tu me prouves que tu vas me faire gagner de l'argent. Et donc, il y a toujours un peu une tension entre les deux. Ce qui est intéressant, en revanche, c'est que on pourrait toujours se dire, OK, moi, je sais qu'un utilisateur qui est pas content de sa playlist, au bout de 2 mois, il finit par se barrer, alors que les autres qui sont contents, ben, ils restent 4 mois de plus. Donc, tu peux multiplier ça par le coût mensuel de leur abonnement, multiplier ça par le nombre d'utilisateurs que tu as sauvés, entre guillemets, les faisant rester plus longtemps grâce à son travail, et, euh, et ensuite en déduire du coup combien tu as fait gagner à l'entreprise. Mais ça, c'est un truc que je vois qui est assez rarement fait. Et c'est pour ça que j'étais curieux, parce que Spotify, c'est tellement data-centrique, parce que par définition, Spotify vend de la donnée, hein. Parce que la musique que tu écoutes, c'est de la donnée. Donc c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un pour des entreprises, je trouve, comme Spotify, de tout mesurer au millimètre que des entreprises qui font pas de la donnée. Enfin, je pense en tout cas que c'est plus facile que pour une Oui, entreprise comme Google. on mesure pas tout au millimètre. Genre, j'aurais aimé qu'on ait plus de millimètres à mesurer, mais on n'a pas accès à énormément de données qui sont quand même très conséquentes. Genre, des données assez contextuelles qui font que ça va, des données qui vont nous permettre de mieux comprendre l'expérience de l'utilisateur, comme où est-ce qu'ils sont, il fait comment dehors, est-ce qu'ils sont chez eux à la maison, ils font du sport, des données Ouais, auxquelles on n'a pas accès, mais qui ouais, influent énormément l'expérience envers la musique ou juste l'audio de manière générale. super. Après, on Mm. fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mais c'est vrai que Ouais. c'est une entreprise très data-centrique et ça, c'est incroyable quand on est data scientist. Parce qu'on peut faire tellement de choses avec ça. Là, c'est clair. Bah, écoute, ouais, c'est super intéressant. J'aimerais revenir de manière plus générale sur c'est quoi les outils qui t'ont aidé, parce que tu as tout de suite démarré chez Spotify, donc c'est quand même, ouais, c'est pas n'importe quelle boîte. On imagine que du coup, tu dois avoir des collègues assez capés dans ce qu'ils font. Vous travaillez sur quel stack? Comment vous travaillez au quotidien? C'est plus du SQL, plus du Python, plus autre chose, plus du distribué, parce que les volumétries doivent être grosses aussi, j'imagine. Donc, c'est majoritairement du SQL et du Python. En vrai, j'ai l'impression que c'est que ça, généralement, quand on est data scientist. Après, quand tu fais du data engineering, c'est autre chose. Tu fais du Spark, tu fais autre chose. Mais en tant que data scientist, enfin, on n'a pas besoin d'autre chose. Moi, quand j'étais à NYU, on m'a appris tellement, pas juste à NYU, même à HEC, à Polytechnique, on m'a appris d'autres outils, comme j'ai dit, du Spark, du Scala et tout ça. Au final, je n'utilise pas ça et je suis contente de ne pas l'utiliser parce que ça me faisait peur et je trouvais ça extrêmement difficile d'essayer d'intégrer des systèmes de programmation différents avec des intuitions différentes.
Donc nous, ce qu'on fait majoritairement, c'est qu'on extrait de la donnée avec du SQL sur BigQuery, donc le Google Cloud Service. C'est là où notre donnée, elle vit. Euh, du coup, on la prépare, on l'utilise au max et après, on utilise des notebooks. On fait du Python sur des notebooks et on essaye d'extraire tout ce qu'on doit faire. Après, ça, c'est quand on fait de l'analyse. On fait aussi parfois des dashboards pour essayer de faire en sorte que les euh, stakeholders, désolée, j'ai pas trop le jargon français, mais D'accord. ouais, du coup, Oui, les les parties prenantes, on peut dire parties prenantes, mais en fait, si on dit stakeholders, stakeholders quand même, parce que ça n'a pas tout à fait le même sens. du coup, que les parties prenantes puissent faire du self-service à eux-mêmes, parce que sinon, à chaque fois qu'ils viennent nous poser 10 000 questions sur la donnée, ça fout en l'air tout notre système enfin, toute notre concentration. En tout cas, c'est le cas pour moi. Donc là, on essaie vraiment de faire en sorte à ce qu'ils soient le plus autonomes possible, en leur faisant des dashboards, en faisant en sorte que on les maintienne entre nous. Après, je suis heureuse qu'on fasse pas autant de dashboards que ça. Vraiment, c'est assez rare. Mais c'est généralement de l'analyse de données au quotidien et beaucoup d'expérimentation, donc beaucoup de A/B tests. C'est quelque chose qui est super gros à Spotify, c'est que on est tout le temps en train de shipper plein de nouveautés, des nouvelles features et à chaque fois, genre la moindre chose qu'on veut shipper, on la teste avant de, de la shipper. Ouais, c'est intéressant. Donc, ça prend quelle forme? Admettons, Spotify veut lancer un nouveau truc sur sa page d'accueil. Tu vas Ouais. avoir, vu que, à une certaine heure donnée de la semaine, peut-être qu'il n'y a pas trop de monde, ou même peut-être de l'heure où il y a du monde, Mm. peu importe. Tu vas te rediriger une partie du trafic vers la version de la page avec cette nouveauté, l'autre partie du trafic vers la version sans, et vous faites comparer le comportement des utilisateurs sur ces deux pages, c'est ça? Oui, c'est plus ou oui et non. En fait, ça dépend vraiment du produit, de la plateforme sur lequel on fait ça. Donc, ça dépend de la population aussi de cette plateforme, genre si c'est une grosse population ou pas. Donc, par exemple, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer d'estimer déjà combien de A/B tests on a envie de faire. Donc, par exemple, la semaine dernière, enfin, ce mois-ci, je travaille sur 5 6 A/B tests sur la télé. Et du coup, bah, si on veut balancer 6 A/B tests dans plus ou moins une période assez similaire, il faut qu'on laisse de la place pour chacun. Donc, essaye d'estimer quel est l'échantillon dont on a besoin pour chacun de ces A/B tests pour power le test, donc en fonction des métriques qu'on a et de l'impact qu'on a envie de capturer. On fait tout ça, donc vraiment, c'est des statistiques pures et dures. Vraiment, c'est du hypothesis testing. C'est la chose qui a été le plus utile pour moi dans toutes mes études, c'est les stats. C'est vraiment le truc que je fais tout le temps, c'est des maths et des statistiques. Euh, donc, ce qu'on va faire, c'est on va calculer l'échantillon et il y a pas mal de distribution de probabilité qui rentrent en jeu pour essayer de savoir laquelle il faut choisir en fonction de la problématique qu'on a. Et du coup, on va essayer d'abord d'estimer combien d'utilisateurs sur une semaine ou 2 semaines, par exemple, viennent utiliser la feature. En fonction de ça, on va calculer l'échantillon et après, on va faire en sorte que l'échantillon, donc il y aura un échantillon de contrôle et un échantillon de traitement, le A et le B. On va faire en sorte qu'il y a une partie des utilisateurs qui aura accès à l'échantillon A pendant 2 semaines ou 3 ou 4 en fonction de combien de temps on a besoin pour avoir des résultats statistiquement Significatif, ouais. significatifs. Et l'autre partie, bah, ils auront rien et après on compare. Du coup, c'est de l'analyse statistique. Après, ce qui est bien chez nous, c'est que on a un système, on a un outil interne qui s'appelle Confidence, que Spotify a développé et ils sont en train d'essayer de le rendre public, où on arrive à faire tout de manière automatisée. Mais pour certaines plateformes, c'est plus difficile de le faire pour des raisons techniques. Donc, par exemple, moi, sur la télé, il y a certaines parties de ce processus, je dois le faire manuellement sur un notebook, comme le calcul d'échantillons et voilà. Ok. Est-ce que tu aurais des... Parce que c'est vrai qu'en data science, on parle tout le temps de régression, classification, clustering, etc. Et finalement, j'ai l'impression que le A/B testing, en France, c'est un peu le parent pauvre des cours qui sont donnés en ligne. Alors moi, je parle pas du tout de data science dans mon programme, donc c'est pas mon sujet, mais que ce soit les bootcamps ou autres, j'ai l'impression que le A/B testing, on en fait moins.
peut-être aussi parce que comme de toute façon, tu n'as pas accès à de la donnée réelle, tu ne peux pas faire Ouais, un vrai long A/B testing. c'est Euh, compliqué. tu conseillerais quoi comme ressource à une personne qui se dit, tiens, moi je suis data scientist, je me sens un peu faible en A/B testing, voire j'en ai jamais fait. Par où il pourrait commencer? T'as une ressource en ligne que tu conseilles là-dessus? J'en ai une et je t'enverrai plus tard. Ok. Euh, Après, moi, ce que je trouve déjà d'utile, c'est vraiment de comprendre tous les concepts statistiques de hypothesis testing, vraiment de comment, enfin, juste de ce concept-là statistique, c'est ce qui aide le plus. Quelles sont les différentes sortes de distributions statistiques de probabilité qui existent, les différentes erreurs de probabilité aussi. Enfin, c'est vraiment faire des stats et des probabilités. Après, là, il n'y a rien qui me vient en tête en particulier, mais j'enverrai des ressources et Ok. aussi, j'imagine qu'il y a des cours de A/B testing qui existent aussi. Après, j'en ai pas vraiment fait, mais je sais que en vrai, il n'y a rien de mieux que la pratique et ce qui est idéal vraiment, c'est de faire des stages où on peut avoir l'occasion de faire du A/B testing ou juste attendre d'avoir un job et de le faire. Je suis sûre que c'est pas ça qui va faire que on sera, pour quelqu'un qui ne sait pas faire du A/B testing, je suis sûre que ça sera pas quelque chose qui les empêchera d'avoir le job. Ah, Mais tant d'accord. Intéressant. tant qu'on démontre qu'on a des compétences statistiques et de probabilité là-dessus, ça, c'est juste la base. Après, ça vient rapidement et ça vient avec la pratique. Dans mon équipe, il y a des gens qui sont beaucoup plus expérimentés et qui ont beaucoup plus d'années d'expérience que moi, mais qui n'ont pas nécessairement eu beaucoup en termes de A/B test parce qu'ils étaient dans des entreprises qui n'en faisaient pas. Mais ça les a pas empêchés d'avoir un job à Spotify. Ok, bah, très intéressant. Ouais. Les bases. Je vais noter ça aussi comme phrase. Ok. Tu as un dernier conseil que tu voudrais partager ou quelque chose que tu voudrais dire sur, que ce soit en termes de carrière ou en termes de, pour ceux qui sont en reconversion ou ceux qui sont en poste actuellement et qui veulent, qui voudraient postuler pour des grosses boîtes un peu comme Spotify? Euh, pour les gens qui commencent et qui sont en reconversion, je dirais que avant de se lancer en data science, il faut vraiment être aligné avec genre son why, faut vraiment savoir pourquoi on le fait parce que je trouve que c'est un domaine qui est quand même assez difficile et Mm. ça prend beaucoup de temps pour se former. Comme moi, j'ai dit, ça m'a pris 3 ans avant que je daigne dire que je suis data scientist. Je me sentais pas assez légitime. Donc vraiment d'être aligné avec son pourquoi parce que la partie apprentissage est difficile et quand on se lance sur le marché du travail, c'est encore plus difficile. Bon, même moi, quand j'ai fait NYU et j'ai fait XHEC, donc c'est quand même des programmes assez, assez reconnus. Et on a quand même hyper galéré enfin, à trouver des opportunités, que ce soit moi quand je recherchais des stages ou juste les gens de ma classe qui, quand ils recherchaient des opportunités, quand le marché du travail a commencé à s'écrouler, je les ai vus galérer aussi. Donc vraiment d'être préparé à faire face aux difficultés pendant la phase d'apprentissage et la phase de recherche du travail. Et aussi sur la phase recherche de travail, ce que je conseille tout le temps, c'est du networking. Vraiment, je sais que beaucoup de gens dans la tech, ils oublient carrément de faire ça, mais en fait, c'est, c'est, c'est trop difficile en ce moment de trouver des opportunités sans vraiment sortir de sa zone de confort et essayer de networker, de, de, de- de- d'essayer de trouver enfin, du networking. Genre, je pense, je rentrerai pas dans les détails, mais ça m'a énormément aidé que ce soit pas nécessairement que pour Spotify, mais aussi pour avoir d'autres opportunités avant de commencer à travailler, mais toujours dans la data science. Et après, pour des grosses entreprises tech comme Spotify, c'est vraiment d'essayer plusieurs fois. La majorité des gens que je connais à Spotify, ils ont rejoint l'entreprise après plusieurs années de tentations, enfin de tentatives ratées qui n'ont pas marché. Donc vraiment, le marché du travail est quand même assez difficile. Et aussi, en termes d'apprentissage, c'est vraiment de se focaliser tout d'abord sur des bases de maths, de statistiques, commencer par les statistiques et l'algèbre linéaire, parce que le ML, c'est surhypé comme pas possible. Et en fait, si tu fais du ML, ben, en fait, tu es juste là en train d'importer des librairies Python. Et en fait, c'est pas ça qui va faire que quand tu auras des problématiques différentes, que tu arriveras à bien les gérer. C'est les bases de mathématiques que tu as déjà, sur lesquelles enfin, que tu as déjà développé au préalable qui vont faire que ce sera plus facile d'apprendre de nouveaux skills comme le A/B testing. Si tu as les bases de statistiques et de proba, tu t'y connais pas, mais tu vas attraper les concepts plus facilement. Donc vraiment, les maths d'abord, le networking et
de se focaliser sur des skills de communication et de storytelling. C'est un peu dans tous les sens, mais Ah, mais l'information, c'est bien, mais c'est super intéressant. J'ai noté le ML, c'est surhypé comme pas possible. On mettra ça comme phrase d'accroche pour ton poste. Ouais, super. c'est pas faux. Écoute, bah, super. Merci beaucoup pour tous ces éléments. On s'en reparle pour les ressources et tout ça. Je vais mettre ton lien LinkedIn et puis ton lien Medium, tout ça, et même YouTube sous Ouais, la vidéo pour que les gens puissent te retrouver. Merci super. beaucoup à toi d'avoir accepté de participer à ce petit call. Et puis, bah, à bientôt. Merci. À tout, au revoir. Salut, salut.